Le 6 octobre, en fait, le lendemain matin, tu réalises au fond que le rêveur en toi, ou que la rêveuse est morte, à toute fin pratique. Ben, c'est que le personnage, comme il était illusoire, ben, le basculement raconte ce moment où tout a craqué. Ce moment où la machine du rêveur a craqué, a arrêté d'exister. OK. Tout simplement. Alors, ça s'est passé comment quand tu t'es réveillé il y a eu des événements par rapport à ton corps. Je pense qu'il s'est passé des choses. J'aimerais ça que tu nous racontes ça un petit peu. C'est sûr, je vais lire le basculement et en même temps, je vais le commenter. Je dors profondément et parallèlement, je suis consciente d'un profond bouleversement. Depuis ma plus tendre enfance, chaque matin, avant de me lever, je flâne dans mon espace intérieur, m'amusant à retourner dans mes rêves ou simplement à me regarder rêver. Puis mes yeux s'ouvrent et le monde de la forme apparaît. Donc, depuis que je suis née, quand je me réveille, je laisse mes yeux fermés intentionnellement et je flâne dans mon espace intérieur. Ou simplement, je retourne dans les rêves ou j'ai des visions extrasensorielles intérieures. Mais je reste tranquille et c'est comme un rituel. À chaque fois que le réveil arrive, je fais la même chose. Ce matin-là, c'est différent. Même si je suis intérieurement éveillée et pleinement conscience, le corps ne veut pas se réveiller. C'est-à-dire que le processus habituel ne fonctionne pas. Donc, j'essaie d'ouvrir les yeux. J'essaie de connecter avec le corps. Il ne répond pas. Le corps ne répond pas. J'essaie de forcer les paupières à s'ouvrir, mais rien ne bouge. À force d'essayer, je finis par ressentir un grand malaise, comme si j'étouffais. Donc, le fait que ça m'apparaît anormal me fait tout simplement faire remonter à ma mémoire. Wow, c'est pas normal, là. C'est pas habituel. Il se passe quelque chose. Habituellement, c'est toi le boss du corps. Hein? Habituellement, c'est moi. Quand je dis, OK, je m'ouvre les yeux, ça fonctionne. Et là, le corps semble pas m'écouter. Le corps m'écoute pas. Comme ça fonctionne pas, il y a une interprétation qui se fait au niveau du mental réactif. Et l'interprétation, c'est « Attention, danger! » Si le corps s'ouvre pas, et là, la machine part, hein? Si les yeux du corps ne s'ouvrent pas, ben ça signifie que tu es en train de mourir. Parce que c'est pas normal, hein? On pense que... Un coma ou... Ou tu es paralysé. Ouais. Et ce qui me vient, c'est que je manque d'air. J'ai cette impression de manquer d'air. J'ai cette impression de panique. Hein? De suffoquer? C'est pas en tant que tel que je manque d'air, mais il y a comme une impression de panique qui s'installe à l'intérieur de moi. Je conclus que je fais probablement une crise cardiaque. J'ai l'impression d'être en train de mourir et je ressens aucune panique. Donc, souvent, quand les gens vont lire le basculement, vont me dire non, moi, je veux pas vivre ça, mais pas du tout. Si c'est un passage obligatoire, non, j'aime mieux penser que Dieu va venir me chercher la nuit ou blablabla. Mais non, ça n'a rien à voir. Je raconte le basculement un peu comme on raconte une bande dessinée. OK. Donc, je dis bien, je ne ressens aucune panique, mais je constate qu'au niveau mental, j'ai des signaux d'alarme comme de quoi la situation est urgente. Et ce qu'on me donne, ce que le mental, dans le fond réactif, me donne comme message, ben c'est « Bravo Betty, t'es en train de mourir ». Comme je suis vraiment dans l'instant, hein, comme si l'instant c'est ça, ben j'accueille simplement, ben parfait, mourons. Mais je vois la panique, là. Mais tu es déjà aussi dans l'instant, là. Le mental n'est plus là à intervenir. Bien, le mental me fait des interprétations. OK. Donc, le mental réactif va chercher des interprétations. L'interprétation est « OK, si tes yeux s'ouvrent pas, là, ben c'est parce que tu es paralysé. » Danger. Ou tu as un caillot qui est monté dans ton cerveau. Ou tu fais une crise de cœur.
Et ça a été ça pour moi qui est arrivé, c'est la crise cardiaque. Donc, et là, ben, je me disais, je chantais que j'avais plus de contrôle. Et habituellement, quand je disais au corps, ben, ouvre tes yeux, il écoutait. Et là, c'est comme si le corps était complètement déconnecté. Pourtant, ceux qui voyaient cet événement-là, c'était d'une clarté et d'une lucidité extrême. Donc, tu voyais ton corps comme à l'extérieur? À ce moment-là, j'ai l'impression de flâner à l'intérieur de mon corps, tu sais, être dans mon espace que j'appelais mon espace intérieur. J'avais l'impression d'être positionnée à cet endroit où j'étais dans le fond tout le temps. Hein? J'étais consciente d'être là, de cette position-là. Mais habituellement, j'étais connectée avec le corps. Tu sais, je pensais que le corps et moi, c'était un. Oui. Tandis que là, le corps semblait faire ses trucs de corps et pas tenir compte du tout du fait qu'il y avait comme une panique parce que le mental réactif était là, hein, qui disait « Ah ben là, tu t'ouvres pas les yeux, ça va pas bien. » Et je continue en disant que toutefois, même si l'accueil est total de cette situation-là et que je ne ressens aucune émotion par rapport à ça, malgré le fait que la panique est là, j'ai pas d'émotion personnelle en tant que Betty qui, au contraire, j'accueille cet état-là, y compris la panique, y compris la sensation de manquer d'air. Et tout ça, ça se fait dans un claquement de doigts où je me dis « Non, je vais pas me sauver une autre fois, là. Non. Si c'est l'instant de la mort, ben mourrons. Ça vient de finir. » Donc, j'ai accueilli la mort totalement. Et là, il y a plusieurs petites voix du mental réactif qui arrivent. Mais t'es bien trop jeune pour mourir. Toujours, il y a cette phrase qui est vraiment comme un réflexe de survie. Qui est là et qui dit « Je crois pas ça. Je crois pas. » La phrase qui dit « Je suis en train de mourir. » Une autre phrase arrive. « Tu peux pas mourir maintenant, tu as des enfants. » Je crois pas la phrase. Je suis pas en train de dire « Ben non, j'ai pas des enfants. » Ben non, c'est pas ça. Je crois pas cette phrase-là qui arriverait comme motivation pour m'enlever de l'instant qui est là. Je crois que toutes les phrases partent de la machine à rêver. Ça a été vu, ça continue. J'ai pas besoin de penser à dire « Je ne crois pas ça. » Mais pas du tout. C'est comme un réflexe. Aussitôt qu'il y a une pensée qui arrive, je crois pas ça s'installe instantanément. Une autre phrase va dire « T'as même pas fait ton testament. Tu peux pas mourir, là. Prends le téléphone, appelle ton notaire et fais quelque chose avant de... » C'est vraiment représentatif de comment mon mental réactif fonctionnait. Donc, le mental, avec ses têtes chercheuses, allait chercher toutes sortes de trucs pour attirer mon attention. Ben, mon attention, c'était que on mourait. Alors, je restais là. Et la petite phrase « Je ne crois pas cela, je ne crois pas cela, je ne crois pas cela » fusait sans arrêt. Et donc, c'est là que je dis qu'après chacune de ces phrases, un « je ne crois pas ça » s'élève automatiquement avec force. Une dernière pensée du mental réactif arrive. Cette pensée est totalement imprévue, insoupçonnable. Et cette pensée, c'est « et s'il n'y avait rien de l'autre côté ?» C'est la dernière phrase du mental réactif. Et s'il n'y avait rien de l'autre côté, est arrivé avec force. Donc, la petite voix ne disait plus « t'as des enfants » ou « tu devrais pas mourir » ou « fais attention » ou... Ton testament. Non, c'était comme une voix qui arrivait et qui était comme les derniers canons du mental réactif pour leur rêve d'individualité. Okay. Et s'il n'y avait rien de l'autre côté, je prétendais vivre de l'autre côté. Je ne me doutais pas que ma croyance en l'existence d'autres mondes était questionnable.
pas celle-là, puisqu'elle était la fondation de la personne que je croyais être. Donc, si les autres mondes n'existent pas, je ne pouvais pas exister puisque je prétendais vivre dans les autres mondes. Je prétendais que le monde de la nuit avec les rêves, je prétendais que le monde avec les visions extrasensorielles, je prétendais que ce monde-là était la réalité. La dernière question du mental réactif était « Ah ben, t'accueilles de mourir. Et si les autres mondes n'existent pas? » C'est comme si ça m'amenait devant l'évidence. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y en aura pas plus parce que tu accueilles de mourir. Tu comprends? Alors, je regarde cette question bien en face, très lucidement. Je vois la question avant que j'ai eu le temps de me dire « Ah, parce que j'avais jamais soupçonné cette question-là à l'intérieur de moi. Avant même que j'ai eu le temps de me dire « Oh, c'est quand même important comme question, là. Ça veut dire que je vais mourir et j'irai nulle part parce que les autres mondes n'existent même pas, donc j'aurai nulle part où aller. Donc, avant que j'ai eu le temps d'entreprendre une espèce de processus de cette façon-là, il y a la petite phrase réflexe qui est arrivée. Je crois pas ça. Je crois pas l'origine de la question. Je crois aucune de ces questions qui viennent du mental réactif. Je crois pas plus les réponses. Ben, je croyais pas plus celle-là. Je crois pas ça et paf! Le mental réactif, c'est complètement cassé. Il venait de sauter. Ouais. Il venait de sauter. Il restait plus rien. Ouais. Il s'est épuisé de lui-même. À force de se faire dire, je crois pas ça. Il n'y avait pas d'attention. Et il ne fonctionnait qu'avec une intention. Donc, cette dernière pensée fait éclater la fondation de la personne que je croyais être. Elle signifie l'anéantissement total, la mort du rêveur. Si je ne peux plus marcher dans d'autres mondes parce qu'ils n'existent pas, je n'ai nulle part où aller en tant qu'entité séparée imaginaire. Il n'y a pas d'autre vie, ni passé, ni futur. Cette ultime question, et si je n'avais rien, et s'il n'y avait rien de l'autre côté, ne pouvait jaillir, elle aussi, que du même mécanisme auquel je ne croyais plus. Je vois vraiment que je n'ai plus aucune porte de sortie. J'accueille totalement, avec calme, la possibilité de ne plus exister en me disant « advienne que pourra » de cette bêtise. Tout cela se déroule en quelques secondes à peine. Je sens un grand remous me traverser de la tête aux pieds, comme un grand vent qui balaie tout sur son passage, les fleurs comme les feuilles mortes, le regard impersonnel, conscient. Vois que le corps donne des signes de détresse. Comme je ne m'identifie pas du tout au corps, je ne ressens aucune souffrance, ni physique, ni émotive. Je constate tout simplement que le corps semble réagir à la douleur. J'accueille totalement cet instant, interprété comme la mort, sans présenter aucune résistance. Tandis que le corps continue de dormir dans le lit, le décor change brusquement. Je me retrouve dans la salle à manger de mon appartement, où deux répliques de moi se font face autour de la table. Ça, c'est physiquement. Ben, il n'y avait pas de physiquement là-dedans. Non. Physiquement, qu'est-ce qui est dans le physique? C'est une représentation là? De deux corps. Qu'est-ce qui est dans le physique présentement? Oui. C'est le corps qui dort dans le lit. Le corps est une forme. OK. Donc, le corps... OK, ça se passe pas sur ce plan-là. Là. Qui avait donné des signes que la mort arrivait. Oui. C'est ce qui avait été interprété par oui. le personnage. Et totalement couché dans le lit et dort. Il dort. OK. Un regard voit deux répliques de Betty à chaque bout de la table. Donc, on s'entend qu'il y a le regard impersonnel qui voit une réplique de Betty au bout d'une table, l'autre réplique de Betty au bout de l'autre table, et qui voit le corps qui dort. OK. OK.
L'une est debout dans une position d'autorité. Elle m'apparaît plus grande que nature, plus droite, les épaules démesurément larges, portant de grandes bottes noires de style militaire. Son visage martial, froid, sans émotion, exprime un caractère tranchant de dictateur. C'est le preneur de décision. La représentation mentale, sans les émotions et sans le corps. Donc, je vois en représentation mentale la partie Betty, mental réactif. Et je la vois un peu militaire, avec un caractère rigide, contrôlant. C'est la représentation mentale qui est assise qui est debout, très, 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 très grande, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, qui est avec des grandes bottes militaires, vraiment militaires et qui rigole pas. On sent pas d'émotion. Je pourrais dire, à la limite, c'est robotique, là. On sent pas un humain là-dedans, mais pas du tout, là. Okay. On sent pas... C'est simplement comme une espèce de grand robot militaire. C'est le mental réactif qui est au bout de la table. L'autre réplique, à l'autre bout de la table, est assise, le dos courbé, recroquevillé sur elle-même. Les jambes sont remontées vers elle dans une position fétale. Tout en elle démontre la souffrance, les yeux creux et cernés, le regard d'impuissance et même les cheveux en broussailles tombant sur son visage éploré. Sa robe défraîchie traduit une douleur infinie que j'avais toujours refusé de voir et de montrer, l'ayant toute ma vie, qualifiée d'insupportable. Donc, la réplique de l'autre côté, c'est les émotions sans le mental et sans effectivement le corps. Donc, la représentation, c'est une petite fille. C'est une petite fille souffrante, qui est cernée, qui a beaucoup souffert, qui est résignée à toujours souffrir, qui a la tête penchée, qui... En même temps, celui qui regarde ou ceux qui regardent, qui a un regard totalement impersonnel, voit l'intensité émotionnelle dans cette réplique-là et voit la froideur dans l'autre. Et les deux sont assis face à face. La réplique assise dans un état de soumission et de victime, ce qui était très attaché à mon histoire. Regarde celle qui se tient debout, représentant l'autorité. Donc, dans mon histoire, le mental réactif, c'est lui qui sortait la petite fille. Qui la défendait avant. Oui. Il y avait comme une espèce de lien entre eux. Oui. Toute son attitude... Elles étaient complices dans ta vie antérieure. Non seulement elles étaient complices, elles fonctionnent ensemble. C'est ça. C'est pas compliqué. OK. Et ça, c'est comme ça pour c'est tout des le monde. alliés, là, oui. Elles fonctionnent comme ça. Okay. Et on va voir. Toute son attitude reflète son immense peur de la vie. Elle baigne dans une atmosphère de terreur. Cette réplique est celle du corps émotif, sans le mental et sans le corps. Autant la représentation du mental semble inébranlable, autant celle du corps émotif montre un enfant fragile, apeuré, toujours sur ses gardes. Le regard impersonnel voit donc simultanément et globalement le corps allongé dans le lit, ainsi que les deux autres répliques qui se font face dans la salle à manger. Il voit les trois piliers du rêve. Le corps physique, la représentation mentale et la représentation émotive. Tout est peint comme une caricature. Les représentations séparées des portraits charges abondent de caractéristiques qui ne laissent aucun doute sur leur rôle. Le regard impersonnel voit alors comment fonctionne chacun des trois parties du mécanisme du rêve de façon indépendante, sans aucune possibilité d'interprétation. Il voit tout en même temps, à la fois d'une façon inclusive et distincte. Il y a une grande concentration de douleur dans la réplique émotive qui se plaint d'une voix brisée « J'en peux plus de souffrir ». Pendant que les larmes coulent abondamment, il continue d'exprimer sa cuisante douleur. « Je suis seule. Personne ne s'est occupé de moi. L'enfance a été difficile, mais j'ai survécu. Et cet emprisonnement continue encore malgré mon acharnement à vouloir m'en sortir. Je réussirai jamais.
Malgré tous mes efforts, cette douleur persiste. La réplique émotive souffre intensément de son impuissance. Elle a toujours eu l'espoir de guérir ses souffrances sans avoir à les ressentir de nouveau. C'est sûr que c'est extrêmement de base, hein, cette phrase-là. Garder l'espoir de guérir ses souffrances sans avoir à les ressentir à nouveau. Donc, pour ne pas les ressentir à nouveau, la réplique émotive faisait affaire avec son allié, le mental réactif. Le dictateur. Le dictateur qui était là et qui s'en occupait. Donc, à chaque fois qu'une émotion montait, ben, je viens de le dire, là, je voulais pas. Je voulais pas revivre à nouveau les souffrances. Souvent, je disais aux gens, moi, là, j'ai plus de place du tout pour qu'il y ait une autre souffrance de plus. Donc, tout ce que je faisais, quand la souffrance arrivait ou que j'avais l'impression qu'un événement pouvait me faire souffrir, c'est que le mental réactif rentrait en action, prenait mon attention et le déplaçait ailleurs, ou superposait une autre émotion qui venait me calmer. Il se sauvait ou il se battait, dépendant des événements. Comme un bon mammifère, hein? Ou il se battait ou il se sauvait. Exact. Pendant qu'elle est assise à un bout de la table atterrée, la réplique du mental se tient debout en face d'elle, la regardant sévèrement. Puis la réplique mentale avance et lui crie d'un ton menaçant, toujours sans aucune compassion en la pointant du doigt. « Tais-toi, arrête de te plaindre, ça suffit. » Donc, c'est la première fois... Il y a une rupture, là. Où là, il y a une rupture. Ouais. Où là, le mental, à force d'être vu, à force de ne pas être cru, perdait comme son rôle. Son pouvoir. Son rôle était de sauver le personnage, de revivre à nouveau des émotions. Ouais. Mais à force de se faire dire « je crois pas cela, je crois pas cela, je crois pas ça », il a perdu comme du pouvoir. Et là, il est assis en face des émotions et dit « tais-toi ». Pour la réplique émotive, écoute, c'est inentendable. C'est une trahison, et c'est plus qu'une trahison. Là, je voyais que la réplique émotive avait pas d'autre choix, là. C'était vu comme s'il la poussait dans un précipice. Qui allait défendre cette réplique émotive qui passait son temps à inonder la terre au complet de ses larmes? Le mental la regardait. Le mental ne faisait pas robotiquement sa job de mental qui était de sauver les émotions de là. C'est comme si le mental s'était tourné et avait regardé les émotions. Et que les émotions étaient vues par le mental. Donc, c'était intéressant de voir ce truc. Tais-toi, arrête de te plaindre, ça suffit, ça sert plus à rien. Sa voix exprime de l'exaspération. On parle toujours de la voix de la réplique mentale, presque de la violence, tellement c'est significatif. C'est un ordre, pas une simple suggestion. La réplique émotive se cache le visage et s'enfonce dans sa chaise comme pour se protéger de l'assaut imprévu de celui qui veillait sur elle habituellement. Alors, le mental ne faisait pas que vivre, que veiller sur elle. Il est maintenant en vie. Simplement. Et là, ben, la réplique mentale, la réplique émotive se cache comme ça et essaie de se protéger de cet assaut inimaginable d'être vu. Dans le lit, le corps vit un choc important suite à la fragmentation du personnage de Betty. Une réaction se manifeste par des convulsions, mais sans aucune identification à cette réaction. Parce que quand je raconte ça, encore là, les gens vont dire « Ah non, les convulsions, là, ça, non. » Ce qui est raconté ici, c'est la fin d'un rêve d'individualité. Le rêve est individuel, l'arrêt du rêve est individuel. Quand le regard voit le corps avec des compulsions, il n'y a aucune panique qui est ressentie là-dedans. C'est d'un calme absolu. Donc, il n'y a pas cet effet de panique qu'on pourrait imaginer. Poussée à bout, la réplique émotive se retrouve sans réaction
puisqu'elle n'a aucune ressource personnelle pour réduire l'intensité extrême de sa souffrance. Donc, les émotions en tant que telles n'ont pas de pouvoir. C'est ce qui était vu. Donc, la réplique émotive sans le mental et sans le corps pouvait rien faire pour elle-même. Complètement épuisée et étonnée par l'absence d'intervention du mental qui ne réagit plus, la réplique émotive, toujours assise sur sa chaise, se met à rapetisser. Donc, elle est en train de disparaître sous les yeux du regard impersonnel. Donc, c'est vraiment une sensation que la réplique émotive rapetisse et redevient comme rien, s'en va vers le néant. Elle diminue jusqu'à ne mesurer environ que 20 cm et devient comme de la gélatine. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui fait que... Il n'y a plus de tonus. Il n'y a plus de tonus. Il n'y a plus de tonus. C'est inconsistant. Comme la colonne vertébrale de la réplique émotive devient comme de la gélatine. Alors, il y a comme un mouvement comme ça et là... ça disparaît et il y a la conscience que le corps émotif est en train de disparaître. N'ayant aucune volonté personnelle qui aurait servi d'armature pour se rebâtir. Tu comprends? Quand la colonne vertébrale devient comme... Là, il n'y a aucune possibilité, ça ne va pas laisser des matériaux de construction pour revenir. C'est la fin des émotions. Plus rien ne peut maintenant lui permettre de revenir en arrière et de reprendre vie. Finalement, elle tombe par terre et se frappe le visage contre le plancher de bois en émettant un bruit sec de cassure, comme quelque chose qui est terminé. Tu sais, c'est pas en train de craquer, c'est un bruit sec, les émotions sont plus là. Ayant été vue par le rêveur comme un moyen de communication imaginaire, la partie émotive ne peut reprendre vie. Elle se liquéfie sous le soleil des rayons brûlants de la vérité. Elle se dissout car elle n'avait aucune réalité que celle que Betty lui avait inventée pour survivre. Quant au mental, privé de son carburant, les émotions, il disparaît instantanément. Il n'y a plus de raison d'être. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux sont liés. Alors, le mental réactif, en voyant le scénario de la réplique émotive et en voyant ce qu'étaient les émotions, ben, il a levé sa main, il s'est mis une balle dans la tête et sans s'en apercevoir, il est disparu, oui. Puisqu'il n'existait qu'à maintenir les émotions dans le personnage. Au fond, c'est la présence de la vision impersonnelle qui favorise la mort de ces deux... La vision, elle ne fait que voir. Elle ne fait qu'être témoin de ce qui est. Elle ne joue pas un rôle? Non, aucune... Pour inciter l'un et l'autre à... Ben non, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il n'y a pas une volonté personnelle dans le regard impersonnel. OK. Il n'y a pas de volonté. Ouais, c'est logique. Sinon, il y a un autre personnage. C'est ça. Il y a un personnage qui est assis et qui dit « OK, réplique émotive, disparaît, là, parce que là, ta réplique... » Ben non, on est au cirque. OK. On est au cirque. OK. Donc, le regard impersonnel, c'est un regard qui constate ce qui est en train d'arriver. Le mental réactif a vu les émotions. Et a dit aux émotions, je crois pas ça. Je crois pas les émotions. Paf, les émotions ont disparu complètement. Et le mental réactif, il s'est eu lui-même. Parce que sans s'en rendre compte, il s'est mis une balle dans la tête. Un constat fulgurant s'impose alors avec une grande clarté. Le corps n'est pas ma demeure comme je l'ai toujours cru. Il n'y a plus aucune identification au corps, comme chacun des mécanismes illusoires a été vu, ainsi que la relation entre eux. Il ne reste rien du rêveur. La réalité éclate au grand jour. C'est la dissolution du rêveur, le dernier souffle de Betty. La fin d'un rêve d'individualité, du moi et du centre qu'elle pensait être. Le vieil arbre est déraciné. Les dernières souches se sont décomposées.
Une pluie de millions et de millions de particules de lumière ardente, englobante et pénétrante vibre de mille feux. Le brouillard s'est dissipé, car le rêve voilait la vue, tout simplement. La joie, source de la lumière permanente qui ne connaît pas d'opposé, se révèle d'elle-même avec une incommensurable intensité. Un cri jaillit, cette joie, ce torrent de lumière est ce que je suis. Je suis le mouvement intemporel, perpétuel, toujours nouveau, toujours frais, se déployant à l'infini. N'est vivant que ce mouvement, ce cœur vibrant, unique, indivisible. Rien ne me rappelle le monde du rêve. C'est au-delà de la perception corporelle, du monde temporel, au-delà des sens, des mots et de la compréhension. La connaissance est instantanée, complète, accessible et libre de la matrice espace-temps. Ma nature originelle, ma condition première est cela qui vibre. La lumière est infiniment pénétrante.